Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un tout grand merci à Madame la professeure Besson pour sa confiance et son invitation dans le cadre de cette série de séminaires qu'elle organise et qu'elle nourrit à travers ses cours avec brio depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, autour de sa proposition et de ses réflexions de droit à la science. Le séminaire que je vous propose aujourd'hui tourne autour du droit et des nouvelles technologies, le règne du visible, chose que les interactions, autrement dit, entre euh, droit et technologie dans les techniques contemporaines de gouvernance s'inscrivent selon moi dans le règne du visible ou le règne d'une croyance, un régime de croyance en la lisibilité des corps et comportements humains. C'est donc un séminaire que j'aurais pu aussi appeler de façon plus prescriptive. Il faut défendre notre illisibilité. Aux côtés de Madame la professeure Besson, je tiens évidemment à remercier Mesdames Vignier et Sportouche pour leur accompagnement dans l'organisation de ce séminaire. Alors, lorsqu'on pense au système de surveillance ou aux techniques algorithmiques qui vont être au cœur de nos réflexions et de notre exploration, on peut penser à diverses techniques, diverses modalités de gouvernementalité contemporaine, depuis les techniques de police prédictive, par exemple, en passant par la reconnaissance faciale aux frontières, mais aussi par les programmes et les systèmes de surveillance dans la guerre, dans la détection avisée, dans la détection de cibles par anticipation euh, de leur participation aux hostilités, mais aussi on peut penser en dehors du champ sécuritaire qui a occupé la majorité de mes recherches jusqu'à présent. On peut aussi penser aux techniques de surveillance sur le lieu de travail, à l'utilisation d'algorithmes par des organismes publics pour attribuer des logements sociaux ou autres allocations, mais aussi à l'utilisation d'algorithmes de recommandation et de personnalisation par des entreprises privées pour orienter les consommateurs, mais plus encore, et c'est ça qui lie ces différentes techniques de gouvernance et de gouvernementalité contemporaine, pour anticiper, détecter par avance, donc lire le futur, s'agissant donc des désirs des consommateurs. C'est ce qui lie véritablement ces différentes techniques de gouvernance, techniques que j'appelle techno-juridiques, puisque bien souvent au cœur de ces appareillages, de ces mécanismes de gouvernance se logent principalement des nouvelles technologies et des narratifs ou des normes juridiques qui viennent au soutien de ces stratégies-là d'anticipation, que ce soit anticipation des menaces, anticipation des fraudes, anticipation des désirs des consommateurs. Ce sont là que quelques-unes des activités et sphères donc de nos environnements numériques contemporains qui influent, modifient, gouvernent les corps et les comportements humains. Autant de techniques dont il est suggéré qu'elles sont révolutionnaires et aux côtés desquelles il est attendu du droit majoritairement qu'il régule, contraigne, encadre, voire anticipe les défis posés par ces techniques-là. C'est ainsi que sont largement et communément envisagés les rapports entre droit et technologie. D'une part, des nouvelles technologies qui changent, voire chamboulent le monde, et le droit qui, d'ailleurs, est bien souvent critiqué pour être à la traîne, viendrait régir les nouvelles modalités sociotechniques d'existence et de coexistence. Laissez-moi d'ores et déjà vous dire qu'aucun de ces présupposés ne me convainc. D'abord parce que je suis sensible à l'idée que droit et technologie
sont loin d'être des objets séparés, distincts, qui existeraient comme ça de manière autonome dans le réel, mais plutôt ferventes partisanes de l'idée qu'ils sont en coproduction, qu'ils coproduisent des phénomènes qui, et ça c'est le deuxième point de désaccord majeur avec ces présupposés, loin d'être révolutionnaire, offre la promesse bien peu réjouissante, voire macabre, que le monde ne change pas. Pire, que ces travers les plus racistes, phallocentriques, ces logiques les plus extractives et coloniales soient stabilisés, ancrés, tellement plus discrètement qu'à travers des outils traditionnels, euh, puisqu'ils s'installent dans un univers largement dépolitisé parce que scientificisé. Les penseurs les plus critiques des modes digitaux de gouvernance des corps et comportements, mais aussi les plus critiques des fonctions opérées par le droit dans cette équation, arriveront sans doute au même constat que le mien et concluront que ces appareils techno-juridiques reproduisent, exacerbent l'oppression, la domination des groupes historiquement marginalisés. Mais notre cheminement diffèrent sans doute en quelques points finalement assez majeurs autour desquels je compte articuler mon propos et qui se résument par l'idée que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui, l'idée que cette conclusion est rendue possible par l'intensification du règne du visible à l'ère digitale par le système de croyances véhiculé par divers assemblages du droit et des nouvelles technologies, ces appareils donc que j'appelle techno-juridiques, un système de croyances en notre lisibilité. J'aurais aimé avoir le temps d'articuler ce propos, non seulement à travers des exemples de systèmes techno-juridiques de gouvernance, d'une part, mais aussi de systèmes techno-juridiques de résistance, qui, selon moi, malgré le fait qu'ils offrent des voies de contre-pouvoir face à la violence qui peut être véhiculée par des systèmes techno-juridiques de gouvernance, euh, s'insère et alimente également, et il n'y a rien de surprenant à ça, hein, que pouvoir et contre-pouvoir circulent dans un même, selon des règles similaires. Il s'insère dans ce régime de croyance, régime de vérité, en notre lisibilité, en notre perceptibilité particulièrement accrue qui serait donc prétendument particulièrement accru par des systèmes techniques, technologiques, de gouvernance des corps, des comportements. Malheureusement, je n'aurai sans doute pas le temps de développer aussi bien des exemples de systèmes techno-juridiques de gouvernance que de systèmes techno-juridiques de résistance. Et je m'attacherai davantage au premier pour ensuite laisser cours à des discussions futures sur les systèmes techno-juridiques de résistance qui leur font largement écho. Les modes de gouvernance contemporains reposent donc largement sur l'usage de nouvelles technologies de détection, détection aussi bien des menaces que des désirs et des besoins. Ces techniques de gouvernance nourrissent un système de croyance dans le fait que les machines peuvent percevoir, enregistrer et traiter le réel, y compris, et c'est là leur superbe, y compris ce qui est invisible à l'œil nu. Dans un contexte donc où des technologies de pointe sont utilisées pour détecter, prévoir et contrer les comportements suspects et les menaces potentielles, prédire, comme on le disait, les désirs des consommateurs, détecter des traits de personnalité, des risques de fraude, l'idée selon laquelle le corps devient un calcul prend une dimension absolument décisive. Et cette notion de corps comme terrain de calcul évoque
la transformation des individus en données traçables, quantifiables et calculables à travers donc une multitude de paramètres physiques, comportementaux, biométriques. Et bien loin d'être nouvelle, cette idée du corps comme espace et matière d'analyse et de traitement est aujourd'hui exacerbée. En effet, ce qu'on voit, c'est que les progrès dans la surveillance, la biométrie, l'intelligence artificielle et l'analyse des données cultivent l'idée qu'il est désormais possible d'opérer une collecte exhaustive, un traitement total d'informations corporelles et comportementales, et que ces données, une fois traitées et interprétées par des algorithmes sophistiqués, seraient en mesure, par elles-mêmes, de révéler des schémas, des tendances ou des signaux précurseurs des comportements. Une telle conviction dans les capacités de comprendre, percevoir, anticiper corps et comportements, presque érigée en dogme central de nos mécanismes de gouvernance, reflète une transition vers une société où chaque geste, chaque déplacement, chaque aspect de nos conduites est compris comme pouvant être objectivement enregistré, mesuré et analysé. Donc si on parlait de techniques plus avant qui sont loin d'être révolutionnaires, puisqu'elles nourrissent et stabilisent des modes historiques d'oppression et de domination, il n'en reste pas moins, évidemment, que ce qu'on va essayer, on va tâcher de tracer ensemble, sont des phénomènes d'intensification de certains phénomènes. Donc des éléments tels que nos habitudes quotidiennes, nos interactions sociales, nos émotions pourraient, en vertu de ce système de croyance, elles pourraient être capturées, transformées en données exploitables. Ce système de croyance en des machines, en leur objectivité, en cache un autre. Puisqu'en effet, donc, euh, ce qui est essentiel ou ce qui est un présupposé de ce système de croyance, c'est que le recours croissant à des machines et systèmes de collecte, d'enregistrement, voire de traitement automatisé des données dans divers domaines, sont à la fois justifiés par et exacerbent l'idée selon laquelle nous serions tous perceptibles, lisibles. Sans cette présomption de lisibilité, il ne saurait y avoir de délégation aux machines de la mission d'affiner, d'optimiser, voire de parfaire la compréhension des corps et comportements humains. C'est parce que donc nous croyons en le fait qu'une analyse des corps et comportements permet leur lecture et leur compréhension, et même l'anticipation de leur trajectoire, de ce vers quoi ils tendent, presque essentiellement, naturellement, que nous confions cette science de la lecture des corps et conduites à des systèmes plus performants que nous. Donc, ces machines qui promettent scientificité et objectivité, en plus de véhiculer et d'asseoir une croyance en notre lisibilité, en notre perceptibilité, garantissent une sorte d'économie de toute cérémonie, de toute médiation. Les techniques de collecte et d'analyse des données corporelles et comportementales rendraient presque accessoire, subsidiaire, l'accès des êtres humains aux corps et comportements qu'il s'agit de scruter pour les gouverner. Donc, pas de passage dans ce cas-là nécessaire dans notre champ du visible ou du dissible, mais un rapport soi-disant direct, sans intercession ni entremise entre machines d'un côté et corps et comportements de l'autre. Cette promesse est évidemment, et vous l'aurez sans doute compris à mon ton, est évidemment contestable et le techno-déterminisme ambiant s'effondre face de toute façon à la coproduction de ces interactions qui échapperaient prétendument aux cérémonies et médiations par des êtres humains sans lesquels ces systèmes technologiques n'existeraient pas. Mais bien qu'elle soit contestable, cette promesse persiste comme un fantasme dans un monde où les corps et comportements pourraient être scientifiquement lus, ou en tout cas il existe cette croyance-là, sans aucun passage par l'œil humain, et ce dans divers domaines.
Dans le domaine de la sécurité globale, sur lequel on va se pencher ensemble, le déploiement des technologies de collecte et d'analyse de données pour détecter et anticiper les menaces sécuritaires nourrit un rapport donc direct entre ces technologies et les corps, conduites et communautés sur lesquels elles ont des effets extrêmement tangibles en réalité, concrets, matériels. Et c'est cette relation qui met dans un premier temps en lumière non seulement la présomption de lisibilité des corps et conduites sur laquelle se basent ces systèmes techno-juridiques, mais aussi le perfectionnement des techniques de calcul de ces corps et comportements par les nouvelles technologies. On est considéré comme perceptible, lisible, compréhensible, et ce, objectivement et complètement, dès lors qu'il est fait recours à ces nouvelles technologies. Et donc, c'est sans surprise, on va essayer de le voir ensemble, que ces modes de gouvernance construits sur l'idée de notre perceptibilité, de notre lisibilité, investissent en fait, infiltrent les corps et conduites et les gouvernent. Dans le contexte en particulier de la lutte contre le terrorisme, depuis le contrôle algorithmique aux frontières jusqu'à la guerre par anticipation, pardon, les technologies et pratiques de sécurité numérique poursuivent l'objectif de détecter les menaces futures avant qu'elles ne se matérialisent. Donc, dans chacun de ces domaines, des actions euh, ont été entreprises, sont entreprises sur le fondement d'une capacité de détecter, d'un objectif et d'une capacité de détecter la dangerosité sans qu'aucun acte violent n'ait jamais pu être observé, en tout cas s'agissant de l'individu qui est détecté, identifié par avance comme posant une menace. C'est bien là donc le but ultime hein, de la recherche mécanisée de la dangerosité, voire on peut suggérer de la fabrique de la dangerosité, puisque l'individu détecté par avance est fabriqué comme étant dangereux, produit comme individu dangereux. Euh, et donc il ne s'agit pas de vérifier d'identifier des personnes connues comme dangereuses ou ayant préparé ou commis des actes violents répréhensibles, mais plutôt d'identifier des personnes à risque sur la base d'une évaluation de la dangerosité qui sera juridiquement actionnable en tant que telle. Alors, qu'est-ce que j'entends par juridiquement actionnable? J'entends que cette détection de la dangerosité est suivie de prise de décision et diverses mesures, par exemple la prise de sanctions administratives ou pénales, le gel des avoirs, le maintien à la frontière d'individus détectés comme potentiellement dangereux, l'interdiction de voyager, de se déplacer, mais aussi plus radical encore, et c'est pour ça que le domaine de l'insécurité, de la sécurité m'intéresse, c'est précisément parce qu'il souligne l'action juridique et factuelle hein, la plus radicale qui soit lorsqu'on nourrit et embrasse un tel système de croyance en la lisibilité des corps et comportements, c'est qu'il peut conduire, dans le cas de la sécurité et de la guerre, à des frappes létales, donc des frappes mortelles. Donc, attardons-nous, c'est ce que je vous propose ici, sur la mesure la plus radicale qui puisse être prise à l'aune d'une détection machinique de la dangerosité, la réponse létale, celle qui soustrait donc la vie de l'individu dont le potentiel de dangerosité a été apparemment détecté sans pourtant qu'il n'ait jamais été observé comme commettant un acte violent. Euh, les conflits armés contemporains, reposant sur l'usage accru de nouvelles technologies, ont été reconfigurés et sont reconfigurés autour de l'anticipation de la menace. Euh, on le voit aujourd'hui avec des rapports qui soulignent par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle et du système Gospel à Gaza, qui consiste à détecter les menaces, les individus dangereux, sans même
les avoir jamais identifiés comme participant directement aux hostilités, comme l'exige une interprétation traditionnelle du droit de la guerre et notamment du principe de participation directe aux hostilités qui se trouve dans les conventions de Genève. Alors bien souvent, puisque ce sont des systèmes techno-juridiques, ces méthodes, stratégies, techniques, systèmes sont accompagnés de justifications, et nous le verrons ensemble dans un instant, de justifications juridiques qui reposent sur des interprétations des normes existantes. Qui sont, bien que très contestées, souvent très sophistiquées pour créer un narratif qui légitime la pratique, d'où l'appellation système techno-juridique. On peut penser évidemment aux programmes de drones qui ont été déployés et justifiés juridiquement, en tout cas tentés. Il a été fait, une grande attention a été portée sur les justifications juridiques qui pourraient qui pourraient accompagner et justifier les programmes de drones aux États-Unis, en particulier sous l'administration Obama, mais aussi par ricochet presque et en grande inspiration de ce qui avait été fait par les Américains, l'usage des drones par la France dans la région du Sahel au cours des dernières années et à partir de fin 2019-2020. En particulier au Mali, il y a une frappe qui a été assez connue dans le village de Bounti qui consistait en l'anticipation, encore une fois, des menaces, puisqu'il a été ensuite rétrospectivement démontré par un rapport onusien que des personnes civiles avaient en fait été ciblées par une frappe ce jour-là à Bounti. Donc, ces systèmes de drones, ces programmes de drones, mais aussi des systèmes d'intelligence artificielle d'aide à la prise de décision dans la guerre, reposent très largement sur la surveillance et la collecte des données. Puisque l'objectif est d'anticiper les menaces, le recours à la force ne constitue finalement qu'une infime partie des opérations que ces systèmes conduisent ou qu'ils entraînent la majeure partie du temps et de l'énergie dépensée dans la guerre par anticipation étant dédiée à la collecte, l'enregistrement, l'analyse des données. Dans le cas des programmes de drones, si la collecte et l'enregistrement sont automatisés, l'analyse, elle, des données est encore conduite par des opérateurs de drones, dans la plupart des cas, qui passent le plus clair de leur temps à la surveillance. Donc, plus de 90% du temps est dédié à la surveillance et une infime partie de leur temps de travail est dédiée à la conduite de frappe. Au contraire, donc, puisque là j'indique donc qu'un humain reste dans la boucle, comme on dit, au contraire, les systèmes d'intelligence artificielle d'aide à la prise de décision, s'ils ne prennent pas eux-mêmes encore la décision de tuer, sont dotés de capacités d'analyse automatisée des données. Le débat, au fil des dernières décennies, surtout dans le monde anglo-saxon, s'est largement porté sur euh, les frappes et assassinats ciblés plutôt que sur les appareils de surveillance que ces différents programmes et systèmes euh, comportent en leur cœur et sur les effets qu'ils ont sur les sociétés qui sont surveillées. En conséquence de cette concentration donc sur les frappes et non pas sur les systèmes de surveillance qui les accompagnent, les implications plus larges et sur le long terme de la surveillance sur le champ de bataille et surtout les rapports entretenus par ces programmes de gouvernance avec les corps et conduites qui font l'objet de la surveillance dans des territoires extérieurs sont largement négligés. Bien sûr, il s'agit évidemment pas d'omettre l'objectif de conduite de frappe létale contre des individus détectés comme dangereux ou suspects. Au contraire, la menace létale ultime vient s'insérer dans le rapport entre ces techniques de gouvernance et les corps et conduites des individus, des communautés vivant sur les drones. Et c'est ce rapport qui nous intéresse ici et qui a longtemps été passé sous silence. En orientant, et c'est ici que le système est techno-juridique, en orientant la conversation
autour des justifications juridiques de l'usage de la force, l'étape ultime mais finalement que parcellaire des appareils de surveillance dans la guerre, les États, opérateurs de drones, ont réussi à rendre inexistante une discussion qui aurait pu porter sur le système qu'ils déploient plus largement, sur les populations scrutées et sur le système de croyance que ce système de surveillance sous-tend. Et donc c'est bien là le point sur lequel je veux m'attarder, l'idée que ces systèmes de surveillance dans la guerre sont un exemple, sont un témoignage euh, des systèmes contemporains de croyance en une dangerosité qui serait donc perceptible, lisible, par anticipation. Je vous emmène donc dans l'horizon distant des faux cockpits au Nevada, faux cockpits d'où opèrent les conducteurs opérateurs de drones, où le fantôme ou le fantasme du souverain tout-puissant, chassant les menaces au sein d'États faibles, hein, puisqu'on parle de drones déployés par les États-Unis en Somalie, au Pakistan, en Afghanistan, euh, est caché, donc ce fantôme du souverain tout-puissant est caché derrière l'objectif d'assurer la sécurité euh, des populations américaines principalement, donc malgré le fait qu'elles soient à distance en détectant en leur sein des individus potentiellement dangereux. Donc les programmes de drones et les systèmes d'intelligence artificielle d'aide à la prise de décision, comme je le disais, ne concernent pas seulement la sélection de cibles ou de frappes, mais principalement consistent en un appareillage de surveillance. Euh, Les techniques de narration et de justification se sont principalement nourries d'un arsenal extrêmement élaboré de justifications juridiques qui concernent l'usage de la force. Donc on se situe dans les corpus de normes du jus ad bellum et du jus in bello. Et donc on divertit, dérivé l'attention ou focaliser au contraire l'attention sur la conduite de frappe euh, qui a été donc au cœur des débats non seulement universitaires et médiatiques. Et pourtant, parce qu'un usage durable des drones consiste en une surveillance constante en réalité des populations, une attention, selon moi, doit être portée aux réarrangements sociétaux, aux changements comportementaux et à leurs répercussions en fait psychologiques sur les populations vivant sous les drones, tant au niveau individuel que communautaire. On a vu dans les différentes régions et communautés surplombées par les drones, on a vu, du fait de l'observation constante et individualisée des corps et des conduites, se modifier les habitudes et comportements des personnes qui vivaient sous les drones. Les populations surveillées font l'expérience non explicite des modèles de ciblage, des règles qui sous-tendent le ciblage et les reconnaissent, composent une cartographie mentale des indices comportementaux et physiques considérés comme suspects et adaptent en conséquence leur quotidien, leurs habitudes et traditions pour se protéger de la menace mortelle associée donc au système de surveillance qui les régule. Ce qu'on voit donc s'opérer, c'est une infiltration des corps et des réarrangements comportementaux et sociétaux euh, dans le domaine euh, de la guerre par anticipation, qui déploie donc des micro-procédures, des processus, des modalités et techniques qui sont normalement d'ailleurs utilisées par les États sur leurs propres citoyens afin de les discipliner ou de conduire les conduites, comme aurait dit Michel Foucault dans les lieux qui occupent ce séminaire. Euh,
Et donc, ici, de nombreux travaux d'investigation se sont en fait attachés à démontrer que la présence des drones affecte les habitudes des populations sujettes à ces appareils socio-techniques, que ces derniers touchent et remodèlent aussi bien leurs pratiques culturelles collectives et traditionnelles que leur routine quotidienne. Donc en fait, les circonstances matérielles qui sont détectées par les individus vivant sous les drones comme ayant le potentiel de déclencher la décision de tuer euh, inclut une diversité de facteurs qui sont ressortis comme étant, par exemple, des rassemblements, plus particulièrement des rassemblements d'hommes en âge de combattre, ou appelés aussi military aged males dans le vocabulaire américain, qui a été divulgué par différents organismes, notamment The Intercept, qui a donc lancé l'alerte en divulguant certains documents qui avaient été rendus publics de l'administration, encore une fois, Obama. D'autres de ces critères, de ces facteurs de détection de dangerosité ont été compris comme étant le transport d'armes, par exemple, dans des régions qui sont pourtant de toute façon violentes et qui font coexister différents groupes, pas seulement des groupes dits terroristes, mais aussi des groupes d'autodéfense. Euh, ou encore le fait qu'un individu circule dans un espace connu pour abriter des groupes terroristes, etc., etc. Donc ces caractéristiques émergent au fil des frappes sans avoir besoin de passer dans le domaine du disciple à travers l'expérience qui est faite de ces frappes létales pour des personnes civiles et conduisent les individus à intégrer ces critères de dangerosité, des indices donc qui sont considérés comme suspects. Et partant, ils modifient leurs routines et traditions précisément pour ne pas être suspectés. Pour nommer quelques-uns de ces changements, on peut penser au cas du Pakistan, mais aussi de l'Afghanistan, à la suite de frappes de drones répétées ciblant des mosquées, des funérailles, des mariages ou des célébrations de l'Aïd. Ces différents événements et environnements impliquaient tous des réunions et des cérémonies collectives détectées comme inhabituelles, ou en tout cas disruptives de routines précédemment identifiées par l'appareil de surveillance, par l'opérateur, y compris au sein de ces appareils de surveillance. Et donc, les modes traditionnels de sépulture, laver, couvrir les corps avant de les enterrer, de préférence dans les 24 premières heures qui suivent la mort, dans ces régions, ont été altérés ou suspendus dans certaines régions surplombées par les programmes de drones, non seulement à cause de la suspicion soulevée par les rassemblements de longue durée et de grande ampleur, mais aussi compte tenu des pratiques de double tap dont on a entendu parler, dont il est fait état dans les documents confidentiels américains divulgués par The Intercept en 2015, et qui consiste par exemple à considérer comme euh, ennemi tué en action, littéralement tout individu qui accourt vers le corps d'un individu ciblé par une frappe de drone après avoir été plus personnellement identifié comme dangereux. Donc, comprenant l'existence de cette politique de double tap, de double frappe, les individus surplombés par les programmes de drones n'ont alors plus pu prendre soin des corps défunts, décidé de ne plus prendre soin des corps défunts aussi promptement après la mort. On a vu aussi un changement majeur et avec l'érosion du système de la jirga, un processus de résolution des conflits visant à prendre des décisions collectivement pour régler les différends dans la société pachtoune au Pakistan. Euh, Parce que, encore une fois, ces systèmes de règlement de résolution des conflits conduisait à la tenue de rassemblements qui étaient considérés comme disruptifs des routines quotidiennes préalablement enregistrées par le système de surveillance et les opérateurs en leur sein, et donc comme suspectes et comme faisant euh, état d'une menace, d'une dangerosité à venir. Au-delà de ces changements qu'on pourrait qualifier de macro, ont été aussi rapportées des altérations des habitudes quotidiennes, parfois plus discrètes, euh,
dans les régions surplombées par les programmes de drones. Euh, des fermiers afghans, par exemple, arrêtent d'irriguer leurs terres la nuit puisque cela implique l'utilisation d'une lampe torche qui, selon leur analyse de la pratique de l'armée américaine, sont utilisées euh, par l'ennemi pour discrètement préparer des attaques de nuit, etc. D'autres familles décident de retirer leurs enfants de l'école. Des professeurs ont pu, dans le passé, suspendre leur pratique d'enseignement pour éviter le risque d'être identifiés comme faisant partie d'un rassemblement suspect, une série en fait d'altérations de conduite, de déplacement des corps, qui est engendrée non seulement par le rapport entretenu par les individus scrutés avec les programmes de drones, mais aussi par l'expérience du système de croyance au cœur de ces programmes létaux de surveillance en la lisibilité des corps et des conduites. On retrouve donc dans ces programmes de drones une anatomie politique du détail, encore une fois pour reprendre des termes foucaldiens, une minutie qui, à travers une multiplicité de processus, consiste à investir individuellement les corps humains et à les transformer en corps dociles. L'ordre n'a pas besoin d'être expliqué ni formulé, des simples signaux visibles, dans le sens de perceptibles, là encore, et dont il peut être fait l'expérience, suffit à infiltrer les corps, à conduire les conduites. De l'autre côté du spectre, ceux qui regardent, surveillent, analysent et décident d'éliminer les individus à l'aide de ces systèmes létaux de surveillance intègrent une conviction en la capacité de percevoir, de lire les corps et les conduites. Et cette conviction apparaît comme exacerbée par les capacités technologiques des drones qui permettent de tout capter en haute définition, en vue étroite et large, de jour comme de nuit, y compris dans des conditions météorologiques orageuses, par exemple. Les techniques qu'ils emploient autorisent une surveillance aussi massive, à large spectre, qu'elle est précise. Donc, tandis que le système de surveillance permet d'observer et profiler un seul individu minutieusement, les machines continuent de rassembler d'autres données à propos d'autres individus. C'est donc une sensation euh, d'intimité et de perfection qui régit la relation entre les opérateurs de drones et leurs sujets de surveillance, qui transcende donc largement l'expérience de la collecte d'informations possiblement obtenues au sol de façon plus traditionnelle, euh, avec des systèmes de capteurs, une imagerie qui sont moins sophistiqués. Ce, régime ou la capacité et les principaux objectifs d'examiner de près, de contrôler, de mesurer, d'évaluer et enfin de prendre la décision d'éliminer, d'exclure, est un exercice d'enregistrement permanent, hautement individualisé, qui a pour objectif ultime l'établissement de la vérité sur la dangerosité, le niveau de dangerosité d'un individu. Et ce régime de vérité se déploie à travers le règne du visible, sans besoin de médiation dans l'audible, à travers une croyance en la lisibilité des corps, de l'évidence de leur essence, mais aussi à travers l'expérience qui est faite de ce système de croyance et la sensation de ne pouvoir s'en extirper, donc de devoir s'accommoder à ces règles sous peine de mort. Le régime donc de vérité que les programmes de drones véhiculent et qui est plus largement au cœur des autres modes contemporains de surveillance que je mentionnais plus haut, s'est vu accompagné de justifications et narratives juridiques qui ont formé un appareil que l'on peut qualifier donc de techno-juridique. Cette machinerie techno-juridique est venu stabiliser euh, le système de croyance en la perceptibilité, la lisibilité donc objective des corps et conduites, et en l'occurrence des menaces. En effet, ici, comme dans beaucoup d'autres systèmes techno-juridiques de surveillance euh, contemporains, bien loin de réguler, de contraindre, limiter les programmes de drones, a rempli une fonction de normalisation et même d'institutionnalisation des systèmes létaux de surveillance et d'anticipation des risques dans la routine de l'appareil étatique. Sur le champ de bataille, euh,
Un fort recours au système de surveillance à des fins de sélection des cibles ouvre la porte évidemment à une guerre anticipée qui elle-même a conduit à reconfigurer pour justifier ces pratiques les normes pertinentes autour de cette logique d'anticipation des menaces. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de ce narratif, ces narratifs et ces justifications juridiques qui viennent asseoir donc ces systèmes de surveillance et le système de croyance en la lisibilité des corps et conduites qu'il sous-tend. Mais ce système de croyance en la lisibilité des corps et conduites, en la perceptibilité des passions, depuis les désirs de consommation jusqu'au potentiel de dangerosité, est exacerbée à l'heure où des appareils technologiques promettent d'enregistrer le réel de manière exhaustive et objective. Cette idéologie objectiviste qui sous-tend ce système de croyance repose sur le mythe qu'il y aurait une vérité évidente, déductible du visible, en d'autres termes, de ce qui peut être perçu, vu, si ce n'est par l'œil humain, au moins par celui de la machine. Rien de plus banal, donc, dans une ère définitivement moderne, hein, et, malgré des élans foisonnants de postmodernisme, que de comprendre le visible comme la perception de l'évidence, du vrai, et non simplement de ce que l'on est en mesure de voir. Au contraire, comprendre le visible comme la perception de ce que l'on est en mesure de voir, comme Merleau-Ponty et d'autres nous y ont invités, fait s'effondrer évidemment le système de croyance dans le règne du visible et plus largement euh, les dichotomies de vrai et de faux, de science et d'imagination qui structurent, organisent, régissent nos esprits modernes. Si nous étions au fait de la fraude que recèle cette manière de penser, dont on vient d'explorer un des mécanismes les plus révélateurs, hein, euh, et, et- et si nous étions au fait euh, de la fraude que recèle euh, cette manière de penser le monde et nos capacités à le percevoir, le lire, le comprendre par le simple exercice de la vision, l'arrivée des machines euh, est venue discrètement asseoir ou réasseoir, rasseoir, pour la renforcer, une croyance dans l'objectivité de la capacité de ces outils à enregistrer, à analyser objectivement et scientifiquement le réel. Et ça, on le trouve aussi bien dans ces mécanismes violents que j'ai pu décrire ici que dans les contre-mécanismes, les contre-conduites qui passent aussi par le processus de rendre visibles les euh, les effets de ces mécanismes de gouvernance. Cette idée d'enregistrement, donc du réel, ravive par là même le règne du visible en réactivant l'idée que la collecte et l'examen de données capturables, donc perceptibles par la machine, sont des témoignages du monde tel qu'il est. Les processus d'enregistrement et de classification des données capturables, perceptibles, sont autant d'ondes, de traces, de trajets qui peuvent eux-mêmes être invisibles à l'œil nu. Et cette dialectique donc de la captation de ce qui est invisible par le plus grand nombre, mais perceptible, visible pour les machines, les érige en des appareils quasi sacrés qui maîtriseraient le réel mieux que quiconque. Les images dont la vitesse, dont les modes de circulation dépasseraient la capacité humaine à les percevoir, basculeraient, en revanche, dans le champ de la vision et de la perception des machines, rendant donc ces machines maîtres d'une iconosphère débordante, voire excessive, potentiellement infinie, et donc capable de comprendre le monde de manière holistique avec acuité. On voit bien ici comment ce cheminement de la pensée vient consacrer une version du monde comme fixe, en dehors de nous, nous précédant, et dénuée de toute empreinte née de l'interaction entre humains et non humains. Les systèmes machiniques de surveillance interagissent avec et comprennent le monde, notamment et prétendument grâce
selon ce système de croyance, encore une fois, à l'absence d'interaction avec le regard humain. Or, rien ne distingue la pauvreté de la pensée, de la perception comme vision d'un objet immanent qui existe en dehors de l'être humain percevant, de l'idée d'une machine capable de capter, d'enregistrer, d'analyser le réel. D'ailleurs, d'abord parce que les appareils machiniques, s'ils donnent l'impression d'une absence de médiateur humain, ne sauraient en fait être compris comme existant sans nous, en dehors de nous. Euh, cette absence de médiateur n'est qu'une apparence, hein, une apparence d'autogestion de l'appareil de surveillance. Euh, et nonobstant donc le regain d'espoir généralisé et systématisé dans nombre de sociétés contemporaines de la capacité de percevoir le réel et donc d'identifier un monde qui existerait par lui-même, l'exemple que j'ai partagé avec vous aujourd'hui des programmes létaux de surveillance montre bien à quel point ces outils sont imprégnés de nos ignorances, de nos présomptions, de nos regards sur le monde, ou devrais-je dire les mondes. Euh, ou devrait-on même dire de nos regards qui construisent les mondes. Il n'est pas de situation dans lesquelles aucun médiateur n'existe. Ces systèmes de surveillance, qu'ils soient automatisés, algorithmiques ou non, sont le produit des sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Plus encore, ils renforcent l'ancrage et la stabilisation des dynamiques de pouvoir existantes dans leur milieu. Ils y performent alors le rôle de normalisateur discret de techniques de gouvernance des corps qui, encore une fois, loin d'être révolutionnaires, affectent et manufacturent, fabriquent les expériences dans le présent sur un mode semblable aux mécanismes d'oppression, de domination historique. Sous couvert d'objectivité, les machines contemporaines techno-juridiques organisent en effet, dans le cas qu'on a exploré, la mise à mort, une mise à mort dont on pourrait parler de façon au sens plus figuré dans le cas d'autres systèmes de surveillance, la mise à mort d'individus essentialisés, fixés. Dans ce monde où règne une croyance en la lisibilité des individus et leur compréhension dérivée des données que leurs corps et comportements produisent, à l'ère où ce premier système de croyance coexiste avec une croyance en la surperformance des machines et leur capacité à capter donc le réel en saisissant et en traitant ce qui est visible, perceptible, des individus, des groupes se mobilisent de diverses manières contre l'inégalité structurelle qui existe le plus souvent dans l'accès technique, voire scientifique au visible. C'est ici donc des modes techno-juridiques de résistance dont j'aimerais vraiment très brièvement et en conclusion parler puisqu'il ou puisqu'ils viennent, ces modes, ces techniques de résistance, faire écho au droit à la science que Madame la professeure Besson vous a proposé euh, au fil de ces dernières semaines, ces derniers mois, vous a proposé brillamment d'explorer euh, ce droit à la science qui pourrait être considéré comme un outil de rééquilibrage des forces, un outil d'empouvoirment, pour utiliser un anglicisme, un outil de résistance face à cette inégalité structurelle, matérielle, technique, digitale dans l'accès aux registres contemporains du visible et du perceptible. Sans entrer encore une fois dans les détails, j'identifie deux grands gestes, deux types de méthodes parmi ces modes, encore une fois, techno-juridiques de résistance à l'ère digitale. Euh, le premier geste artistique et activiste ou artiviste, si vous me permettez ce néologisme, consiste euh, en du camouflage, masquer les corps, les visages pour perturber, désorganiser, troubler les outils de surveillance et de détection, d'examen et de tri des corps et comportements suspects. Tandis que le second geste que j'identifiais, ou que second type de geste, consiste pour ces groupes d'artistes, d'activistes, d'ingénieurs, d'ailleurs, qui entrent en résistance, à rendre visible
par l'utilisation des nouvelles technologies, les violations des droits humains. C'est en cela que ces appareils et que ces techniques sont techno-juridiques, donc de rendre visibles les violations des droits humains, des effets discriminatoires des techniques de gouvernance contemporaines, rendre visible donc ce qui ne serait pas perceptible ou trop peu à l'œil nu. Dans les deux cas, ce sont les mêmes systèmes de croyances qui sont véhiculés, voire exacerbés par ces mouvements et procédures de résistance dans le règne résolument célébré du visible. Les outils et idéologies juridiques qui les accompagnent, eux aussi, contribuent à asseoir et nourrir la croyance aussi bien en la capacité de détection et de compréhension du réel à travers, par les machines, pour produire donc des preuves qui ne deviendront preuves qu'une fois qu'elles auront investi le règne du visible, que la croyance au fondement de ce premier système de pensée en la lisibilité. Et ce n'est évidemment pas entre les murs du Collège de France qu'il sera surprenant d'entendre que tout système de résistance accompagne, fait écho, partage les mêmes traits caractéristiques que les systèmes de gouvernance qu'il vise à contrer. Donc c'est même carrément banal, si j'ose dire. C'est ainsi que le pouvoir circule au règne du visible. Mais alors, un éventuel droit d'accès scientifique, technique aux mécanismes de résistance pour le plus grand nombre ne serait, selon moi, qu'une maigre consolation. Au contraire, euh, l'unique sortie que je perçois de ces systèmes de croyance ne réside pas dans le droit de se munir et de brandir des outils technologiques pour produire des preuves de la violence ou du mauvais traitement technologique des corps et comportements à l'ère digitale, ni pour nous camoufler et protéger notre sacro-sainte vie privée, mais plutôt cette voie sincère s'inscrit, selon moi, dans la défense de notre illisibilité. Je m'arrêterai sur cette conclusion qui, je vous présente mes excuses, et à ce stade énigmatique puisque nous n'avons pas l'occasion d'échanger ensemble autour de cette proposition de défendre notre illisibilité. Mais je suis sûre que d'autres occasions nous permettront d'échanger autour de ce chemin, de cette piste de réflexion. Encore un tout grand merci à Madame la professeure Besson et à Mesdames Sportouche et Vigné. Et merci à vous pour votre attention.